Et si on parlait de sport, la chronique. Et si le football racontait la plus grande histoire du sport mondial ? Aujourd'hui, et si on parlait de sport, vous invite à embarquer pour un voyage exceptionnel au cœur de la Coupe du Monde de football avec une série inédite de 22 chroniques consacrées à la plus prestigieuse des compétitions. Des exploits qui ont fait vibrer la planète, des matchs devenus légendaires, des champions entrés dans l'histoire et des émotions gravées à jamais dans la mémoire de supporters. De l'Uruguay en 1930 jusqu'au Mondial 2026, nous allons parcourir ensemble près d'un siècle d'histoire du football mondial. Une aventure proposée par Et si on parlait de sport avec le soutien de la Ligue de football d'Occitanie et de ses 12 districts que nous remercions pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. À chaque chronique, un invité passionné nous accompagnera pour revivre les moments forts, les anecdotes et les grandes pages qui ont façonné la légende de la Coupe du Monde. Alors préparez-vous à remonter le temps, à revivre les plus grands moments de football mondial. Et si on parlait de sport, spécial Coupe du Monde de football, c'est maintenant. Et 2006, la dernière danse de Zidane. Aujourd'hui, nous poursuivons notre grande série consacrée à l'histoire de la Coupe du Monde de football. Direction l'Allemagne pour la 18e Coupe du Monde de football. Une édition marquée par le retour inattendu de l'équipe de France au plus haut niveau, l'incroyable renaissance de Zinedine Zidane et une finale devenue l'une des plus célèbres de toute l'histoire du sport. Pour nous accompagner dans ce retour en arrière, nous recevons Pierre Michaud, qui est le président du district de l'Aude de football. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, quelques mots d'abord. Qui est le président du district de l'Aude ? Alors un passionné de football évidemment. Donc 2006, pour moi, ça représente une Coupe du Monde que j'ai suivie avec une énorme assiduité puisque j'avais 16 ans. Je parle de ça parce que je suis président du district de l'Aude de football depuis 2020. J'ai été le plus jeune, je crois que je le suis encore, président de district de France. C'est un titre dont je suis légèrement fier. Le district de l'Aude de football, c'est 11 000 licenciés à peu près. Quand je l'ai récupéré juste après le Covid, nous étions 7 500. Donc c'est un district qui est dans une dynamique positive. Avec une création de clubs en constante évolution, de plus en plus de licenciés, de plus en plus de féminines aussi, et évidemment avec la Coupe du Monde qui arrive, qui est en cours et que nous allons suivre avec beaucoup d'affection pour notre équipe de France. On espère avoir un peu plus de licenciés et toujours plus de filles encore une fois. Alors on va déjà raconter cette Coupe du Monde de 2006 si tu veux bien, parce que lorsqu'on évoque cette Coupe du Monde, beaucoup de supporters français ont encore des émotions très fortes. Pour certains, c'est même l'une des plus belles aventures des Bleus malgré la défaite en finale. Pourquoi cette édition occupe-t-elle une place aussi particulière, Pierre ? Alors je pense que c'est d'abord une histoire qui est improbable. 4 ans auparavant, en 2002, la France est éliminée dès le premier tour. Donc, alors qu'elle était championne du monde sortant. Alors qu'elle était championne du monde sortante, exactement, avec quasiment la même équipe. L'Euro 2000 qui est sorti vainqueur, avec Roger Lemaire comme sélectionneur. Voilà, donc le contexte est un petit peu particulier. Et en 2004, l'Euro se termine sur une autre déception. L'élimination en quart de finale contre la Grèce, qui va, contre toute attente, remporter aussi cet Euro au Portugal, contre le Portugal, avec une équipe, on le disait avant d'arriver, qui est extrêmement défensive, qui mettait le bus, comme on dit aujourd'hui. Mais voilà, donc vraiment un contexte très particulier pour cette Coupe du Monde-là. J'enchaîne aussi sur le fait qu'on est en fin de cycle de la génération 98, la génération 2000 aussi, et donc 2005, Zidane, Makelele, Thuram reviennent en équipe de France. Alors ils reviennent dans un endroit bien proche d'ici, puisque ça reste sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon, mais Occitanie aujourd'hui, à Montpellier. Il y a un match en 2005 contre la Côte d'Ivoire à Montpellier, j'étais présent, donc je me rappelle très bien, avec Zidane qui revient, Makelele, Thuram, et donc ça donne une nouvelle équipe de France. Ils viennent pour renforcer l'équipe de France sur les éliminatoires, parce qu'on n'est pas encore qualifié. Voilà, il y a quand même ce sentiment un peu, pas d'urgence, mais de méfiance. Est-ce qu'on va se qualifier pour 2006 ? Donc ils reviennent, grosse victoire contre la Côte d'Ivoire à Montpellier. C'est vraiment pour moi ce qui lance réellement la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Alors l'Allemagne, justement, tu viens de le dire, retrouve sa fête du football. Elle accueille une compétition pour la deuxième fois après 1974, mais il y a une particularité. Voilà, alors selon moi, c'est la première fois que l'Allemagne organise la Coupe du Monde depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai qu'en 1974, la Coupe du Monde a été organisée, mais par la RFA. Et donc pour moi, je pense qu'historiquement, il faut faire la distinction entre la RFA, puisqu'il y avait RFA, RDA,
et l'Allemagne réunifiée après 90 et la chute du mur de Berlin. Donc pour moi, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que l'Allemagne réunifiée accueille un tel événement. Alors justement, quel est le contexte maintenant ? Alors déjà, c'est une formidable réussite populaire. Les stades font le plein. Les fanzones, c'est le début des fanzones parce que ça n'existait pas avant. Donc évidemment, elles étaient moins développées qu'aujourd'hui, mais ça se met en place et il y a des milliers de personnes. L'ambiance est festive, elle est familiale, elle est chaleureuse. Et cette Coupe du Monde, eh bien, elle contribue à changer l'image de l'Allemagne au niveau international. 12 stades qui sont soit créés, soit rénovés, ce qui est quand même important. Le pays vit dans un mois de fête. Et alors, une anecdote là aussi, on le voit très souvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est une image qui ressort, tellement c'était disproportionné, il y avait un vrai élan populaire en Allemagne. Oliver Kahn, à Munich, sur un pont d'autoroute, il y avait une immense affiche qui enjambait, on voyait Oliver Kahn plonger sur le pont de l'autoroute. Voilà. C'est vraiment une image à voir, si vous avez l'occasion d'aller la vérifier sur Internet. Je veux dire, c'est pas arrivé depuis qu'on ait un joueur immensément grand qui enjambe un pont de l'autoroute avec un arrêt. Voilà. Et on verra qu'il l'a justifié par la suite, justement. Sportivement, plusieurs favoris se présentent lors de cette Coupe du Monde de 2006. Bon, le favori principal, évidemment, c'est le Brésil. Le Brésil qui est amené par, on va dire, un quatuor offensif extraordinaire avec Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano, Robinho aussi qui peut rentrer. Derrière, on a Cafu qui est le capitaine. Donc, une équipe, vraiment une équipe incroyable. Après, il y a évidemment l'Italie. On y reviendra, mais qui est toujours une équipe solide. L'Argentine, l'Angleterre, qui font aussi figure de prétendants. Et qui court toujours après un titre malgré Swansea 66 pour nos Anglais. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc l'Allemagne qui est menée par Jürgen Klinsmann, qui développe un jeu offensif, qui est très attrayant. Et donc, eux aussi, ils sont extrêmement favoris. Alors, et les Bleus, justement, leurs débuts sont loin d'être rassurants. Voilà, alors le premier match contre la Suisse, ça donne un match nul. Alors la Suisse, très loin d'être favorite. Alors, on connaît des joueurs, comme par exemple Tranquillo Barnetta, qui jouait au Bayer Leverkusen. On avait aussi Patrick Muller. En France, on le connaissait bien, puisqu'il avait joué à Lyon, défenseur central de Lyon, qui a gagné les titres de champion de France. Alexander Frey, qu'on connaît du Stade Rennais, qui a fini plusieurs fois meilleur buteur. Philippe Senderos, Johan Djourou, qui étaient les deux défenseurs qui étaient la charnière d'Arsenal, d'Arsène Wenger. Daniel Gigax, qui a joué à Lille. Bon, on va dire, ça fait partie, il y a un bel effectif, mais c'est pas un ogre. Et pourtant, on fait match nul. Voilà. Et le second match, ensuite, c'est la Corée du Sud. Donc là aussi, j'ai des souvenirs très précis avec les copains de voir le match. La France ouvre le score et c'est une égalisation de la Corée du Sud qui est amenée par Park Jin-sun, qui jouait au PSV Eindhoven, qui avait éliminé Lyon en demi-finale de la Champions avec une belle équipe d'Eindhoven qui est entraînée par Gus Hiddink. Voilà, donc Park Jin-sun, c'est un peu l'étendard de la Corée du Sud. Ils nous font très mal, cette équipe de Corée. Les critiques apparaissent immédiatement, et les observateurs, il y a un manque de rythme, il y a un manque d'ambition, il y a des doutes dans cette équipe-là. Et donc, dernier match de groupe, c'est un peu un match couperé. Si la France ne gagne pas, on ne se qualifie pas pour le 8e de finale. On va rencontrer le Togo, loin d'être un ogre, mais dans la situation mentale fragilisée, exactement, Laurent. Voilà, c'est particulier. Et donc, le Togo est amené par un attaquant qu'on connaît bien en France aussi, qui a été l'attaquant du FC Metz, qui est l'attaquant à cette période-là de l'AS Monaco, c'est Emmanuel Adebayor, qui après va partir à Arsenal et qui va faire une très belle carrière. Donc on a quand même quelques doutes sur ce match-là, et qui va tout changer, puisque la France va gagner 2-0, on va se qualifier, ça nous permet de mettre en place quelque chose. Et surtout, je pense que ce match-là montre clairement, et on l'a su évidemment après, la distance qui vient d'être opérée entre le groupe, les leaders, les joueurs et le coach, Raymond Domenech. C'est la seule fois que je vais en parler dans cette émission, parce que clairement à ce moment-là, les joueurs lâchent le coach et prennent les choses en main. Et ça va tout changer. La mayonnaise prenait pas, il a fallu qu'il y ait un leader qui effectivement à l'intérieur, et on en parlera probablement avec Zidane, mais qui fasse cette mayonnaise à l'intérieur. Alors, Zidane, on le dit, on le sent, on reprend le contrôle. À partir des 8e de finale, on assiste à quelque chose d'assez exceptionnel. Un Zidane qui retrouve son niveau. Voilà, il a 34 ans. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, depuis un an,
il revient en équipe de France, donc il annonce qu'à la fin de la compétition, il prend la retraite. Il trouve, à partir des huitièmes de finale, une forme extraordinaire. Il y a une influence sur le jeu. Tout passe par lui, ce qui n'était pas forcément le cas sur les 3 premiers matchs de poule. Il ralentit, il accélère. Voilà, il donne le rythme, il guide les partenaires et surtout, mais il a une sérénité incroyable. Et je me rappelle évidemment de ces crampons dorés lors de ce mondial qui, vraiment, il a les pieds dorés. Il avait ces crampons qui étaient extraordinaires. Et c'est vraiment le déclic qui arrive pour le 8e de finale. Et ce 8e de finale, c'est pas n'importe quoi puisque c'est le grand choc face à l'Espagne, une équipe jeune et talentueuse. Voilà, alors moi, j'y crois pas du tout. Lors de ce match-là, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on va prendre une fessée. Je suis de nature un petit peu plus pessimiste que les autres, mais voilà, je sens que l'Espagne est une très belle équipe. Hein. Il y a un collectif qui se met en place, qui est un peu le prémisse de l'Espagne qu'on verra quelques années plus tard, mais j'y crois pas du tout. Et là, il y a, je pense, une énorme erreur des Espagnols, c'est que le jour du match, Marca, qui est un des quotidiens les plus connus espagnols, quotidien qui est plutôt pro-Real Madrid, sort une le matin du match en disant « Vamos a jubilar a Zidane ». Nous allons mettre Zidane à la retraite. Et ça, je pense que c'est une énorme erreur parce que ça s'est vu partout en France, on en a parlé, ça s'est vu dans les vestiaires et on va voir que Zidane, il fait ça fait réagir. Ça fait réagir. Voilà. Justement, sur ce match, les Bleus réagissent, comme tu dis, avec un premier ballon, une première match avec Franck Ribéry. Voilà, donc David Villa ouvre le score sur penalty. Une erreur, alors je vais dire de U13 de Lilian Thuram qui fait une intervention sur le joueur espagnol, évidemment qu'il y a penalty, on prend 1-0. Mais je veux revenir juste au moment du coup d'envoi, un moment de préparer cette émission. J'ai regardé le résumé de ce match-là, et donc il y a quand même quelqu'un qu'il faut citer, c'est Thierry Gilardi, qui commente le match. Le regretté Thierry Gilardi, il avait une voix extraordinaire, et donc au moment du coup d'envoi, il dit il y a des regards, il y a des choses qui se passent durant cet échauffement, et toutes ces choses-là mettent des promesses. Voilà. Et c'est vrai que ça va arriver. Et donc c'était important pour moi de citer Thierry Gilardi parce qu'au moment du coup d'envoi, on sent que c'est un match clé. Donc David Villa ouvre le score sur penalty, et là il y a Franck Ribéry qui égalise après une belle occasion. Je crois que c'est Patrick Vieira qui le lance en profondeur. Franck Ribéry, donc Thierry Gilardi, au moment où il va marquer, dit vas-y mon petit. Voilà, donc ça nous rappelle là aussi la Coupe du Monde 86 à Mexico avec vas-y petit bonhomme de Thierry Roland sur Luis Fernandez. C'est le premier but de Franck Ribéry qui dribble Iker Casillas. Premier but en équipe de France de Franck Ribéry. Puis ensuite il y a un coup franc de Zidane un peu plus tard qui est dévié. Patrick Vieira met une tête rageuse au second poteau. Et donc là, Zidane inscrit dans les arrêts de jeu à la 92e minute le 3e but où clairement il va dribbler un joueur, je crois que c'est Carles Puyol. Il dribble Carles Puyol, il remet une frappe au premier poteau qui prend un contre-pied Iker Casillas, 3-1. Et là en fait, on revient sur la une du matin de Marca. Et au final, c'est Zidane qui a mis les Espagnols à la retraite et pas l'inverse. Alors, on continue notre petit chemin avec Néo Français puisque le monde entier a compris que les Bleus sont au retour. Et puis arrive ce fameux quart de finale contre le Brésil, champion du monde en titre, le grand favori. Voilà, là c'est probablement le plus grand match des Bleus dans ce tournoi puisque d'entrée, dès les premières minutes, la France ne subit pas. La France, elle impose son rythme, elle domine territorialement sur les duels, il y a un énorme impact sur ça. Zidane, il réalise une prestation magistrale. Chaque ballon qu'il touche, eh bien, c'est dangereux. Il perd très peu de ballons sur ce match-là. Et donc, 57e minute, il délivre un coup franc parfait, un peu dans le même style que face à l'Espagne. Vieira remet de la tête vers Henry, qui ouvre le score. Donc, la France, eh bien, elle élimine le Brésil. Encore une fois, sans paniquer. Ils ont maîtrisé de bout en bout la rencontre. Et surtout, ce n'est pas un exploit individuel qu'on voit. C'est vraiment un exploit collectif. Il y a un groupe qui est là, qui est en totale autonomie, encore une fois, sans l'aval du sélectionneur, mais qui gère, qui maîtrise. Et pour l'anecdote, là aussi, le Brésil, depuis 1998, même on peut aller jusqu'à 1994, n'a perdu que 2 matchs jusqu'en 2006. C'était à chaque fois contre la France. 94, ils sont champions du monde. 98, ils ne perdent qu'en finale 3-0 contre nous. Voilà. 2002, ils sont champions du monde, ils rapportent tout. Et 2006, ils perdent
contre la France à nouveau. C'est incroyable, en 12 ans, cette équipe-là, en Coupe du Monde, n'a perdu que 2 fois, et c'était contre la France. Alors justement, on arrive aux portes de cette nouvelle finale. Après avoir éliminé l'Espagne, le Brésil, les Bleus retrouvent le Portugal en demi-finale. Alors là, c'est un sentiment pour moi d'équipe qui arrive à maturité. C'est un match très difficile parce que d'abord, les Portugais, c'est une magnifique équipe. Je me rappelle, bon, évidemment, Cristiano avait débuté tout jeune, 2 ans auparavant. Tout à fait, oui. Deco, qui est là, qui a son meilleur niveau. Luis Figo, un peu plus vieillissant, mais qui était une joueur extraordinaire. Ouais. Voilà. Il y a Maniche, qui était très bon aussi. On a Paoletta, qui est devant. Donc, très, très, très belle équipe. Il faut un match sérieux. Et par contre, là, défensivement, la France, c'est incroyable. Incroyable. On a Lilian Thuram, qui est formidable. On a Claude Makélélé, Vieira au milieu, qui récupère tous les ballons. Il y a une explosivité sur tous les duels. Très, très gros match. Franchement, très beau début de match même de l'équipe de France. Et le tournoi du match intervient en fait à la demi-heure de jeu. Voilà, 33e minute, Thierry Henry est déséquilibré dans la surface. L'arbitre accorde un penalty. Zizou s'avance, transforme la sanction avec beaucoup de maîtrise. La France mène 1-0 et donc derrière, la France va gérer. Les Bleus vont parfaitement gérer leur avantage. Barthez sort quelques arrêts, quelques sorties dont il est lui seul a le secret. Et Lilian Thuram réalise une prestation exceptionnelle et fait preuve là aussi d'une solidité extraordinaire. Voilà. Donc au coup de sifflet final, la France retrouve la finale de la Coupe du Monde 8 ans après son sacre de 1998. Alors qu'on ne l'attendait pas forcément là dans cette Coupe du Monde. Arriver en finale, c'était un bonus. Là, ils ont tout mis. Et pendant ce temps-là, il y a une autre équipe qui impressionne et qui travaille de son côté, c'est l'Italie. Voilà. L'Italie est incroyable parce que l'Italie sort du scandale du Calciopoli. Donc le scandale du Calciopoli n'a pas prouvé qu'il y avait eu des matchs truqués, mais en revanche qu'il y avait eu on va dire des tendances de favoritisme au niveau de l'arbitrage. Voilà, c'est important déjà de préciser ça. Pardon. Par contre, voilà, le scandale du Calciopoli fait que le foot italien est en énorme crise. La Juve a été condamnée, même après l'appel, à être reléguée en série B avec des points de retard. La Fiorentina, la Lazio et le Milan AC également sont relégués en série B, mais après appel, ces 3 clubs-là réintègrent la Serie A avec des retraits de points. Donc beaucoup de joueurs sont affectés. Et le problème de cette Italie, c'est que la colonne vertébrale, c'est la colonne vertébrale de la Juve, de la vieille dame. Donc c'est Gianluigi Buffon, gardien. C'est Fabio Cannavaro qui va être Ballon d'Or quelques mois après. C'est Gianluca Zambrotta sur un côté qui, lui, il ne jouera pas en Série B, il va rejoindre le FC Barcelone après. C'est Mauro Camoranesi, parce que, alors lui, il est particulier, c'est un Oriundi, Camoranesi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui on a donné la nationalité. Les Italiens, très fiers, ne sont pas toujours favorables à ce genre de... Mais là, c'était un bon joueur, donc ils ont dit, allez, on va prendre cet Oriundi. Et puis évidemment, Alessandro Del Piero, qui est le Pinturicchio, le peintre, qu'on appelait Godot aussi, un joueur extraordinaire. Voilà, donc cette colonne vertébrale-là, c'est la Juve, du scandale du Calciopoli. Donc le football italien traverse la crise majeure. Par contre, là où le coach, le mister, comme on dit en Italie, Marcello Lippi, a été extraordinaire, c'est qu'il a su en faire une force incroyable pour en faire une équipe solide. Je donne une seule anecdote par rapport à eux. Lors de la Coupe du Monde 2006, c'est 2 buts encaissés. Un but contre son camp, en phase de poule, et le penalty de Zidane durant la finale. Donc ça montre à quel point c'est une équipe solide, des joueurs à tous les postes, 2 voire 3 extraordinaires. Je prends le poste des attaquants, il y a Inzaghi, il y a Luca Toni qui vient de finir meilleur buteur. En meneur de jeu, on a Alessandro Del Piero, Francesco Totti. Enfin, je veux dire, il y a Andrea Pirlo juste derrière, Gattuso, c'est une équipe monstrueuse. Et on retrouve la grande Italie défenseuse, comme on le soutient. Alors bien sûr, on arrive le 9 juillet 2006 à Berlin. On se souvient, France-Italie, une affiche prestigieuse. Comment débute cette rencontre ? Voilà, donc d'une façon incroyable, à la 7e minute, Zidane transforme un penalty. Ça, c'est le grand moment de cette finale. Voilà, on savait tous qu'il croisait ses penaltys. Et il avait déjà tiré en plus contre le Portugal en demi-finale. Et là, c'est le jeu avec le gardien. Je sais
que tu sais, mais que je sais. Voilà, je sais que tu sais que je sais. Donc, et en fait, il met une panenka. Alors, le doute, parcours, moi j'ai eu un peu froid dans le dos. Parce tout le monde. Voilà, tout le monde, hein, barre transversale. Qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce que ça rentre ou pas? Donc, déjà, lorsque la panenka, on a l'impression que cette fraction de seconde, elle dure 3 ou 4 secondes. Ça tape la barre, ça rentre, ça ressort. Bon, but accordé. On le prend, comme on dit, on le prend. Il n'y a pas la VAR. Il n'y a pas la VAR. Il n'y a pas la VAR à l'époque. Mais est-ce qu'on n'a pas marqué trop tôt? Ça, c'est la vraie question. Voilà. Donc, à la suite de ce fameux penalty, l'Italie réagit immédiatement. Voilà, Marco Materazzi qui va être... le Marco Materazzi. Le Marco Materazzi, donc égalise de la tête sur un corner. Ça sera les seuls buts de cette finale. Et moi, je vais vous donner une anecdote parce que bon, je suis un passionné de l'Italie, du foot italien. Voilà. 2 ans avant, en 2004, je pars en voyage scolaire avec le collège en Italie. Et donc, c'est à ce moment-là où vraiment... j'ai fini d'être amoureux de ce pays. Et ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, quand je vais là-bas, on était dans des familles d'accueil. Une famille d'accueil qui était interiste. Et ils regardaient évidemment la télévision classique. Et donc, sur la RAI, il y a un reportage sur Marco Materazzi, mais un reportage, donc c'est en 2004, où en fait, c'est un boucher. C'est pris le foot italien, méprisé Materazzi parce qu'il n'avait pas de technique, il était dur sur l'homme, et alors c'était considéré comme un boucher. Voilà, vraiment quelqu'un, un stopper à l'ancienne, qui est là pour découper. Il était très grand, il dépassait le 1m90, voilà, pour mettre beaucoup d'impact sur les attaquants. Et donc, même moi, du coup, je suis resté sur ça, sur ce joueur, et je me dis, ce mec-là, en finale de Coupe du Monde, mais... c'est pas possible. C'est pas possible. Je voulais pas y croire. Et j'ai aussi eu, par rapport à ce joueur, j'étais pas serein par rapport à lui. Et surtout. Alors justement, il arrive cette 110e minute, l'action que tout le monde connaît, qui a marqué à vie toute une génération. Après un échange verbal avec Marco Materazzi, Zidane craque. Voilà, Zidane se retourne. Il y assène un coup de tête, l'arbitre l'expulse, donc le monde entier est stupéfait. Et surtout, c'est le dernier match de la carrière de Zidane, et cette image, elle va faire le tour de la planète. Le vrai problème que moi, ça m'a posé ce soir-là, c'est qu'on saura plus tard que l'arbitre central et les 2 arbitres assistants n'ont pas vu le coup de tête. C'est le 4e arbitre, para-oreillette, qui annonce à l'arbitre central qu'il y a eu une agression. Je vais te couper parce que si je me souviens bien de ce match-là, tout de suite les commentateurs disaient on l'a vu, c'est le 4e arbitre, et ça a été dit durant le match. Et j'ai une image, je me souviens comme si c'était hier, je me souviens encore d'avoir. C'est bien évidemment, il n'y a pas la VAR, donc ça ne peut pas être justifié, mais ça a été dit tout de suite sur le bord de la touche. Il n'a pas le droit normalement de prendre l'avis de ce 4e arbitre. Voilà, ça aurait pu changer. Voilà. Exactement, ça c'est le point. Et est-ce que le 4e arbitre a vu sur l'écran de contrôle l'image où il l'a réellement vu de ses yeux? Ça aussi, on ne saura jamais. Mais c'est vraiment particulier ce qui se passe là, et ça change l'histoire du football. Alors justement, et donc ça veut dire que cette finale va se jouer au tir au but, donc on n'est plus qu'à 10 contre 11, et on tient jusqu'au bout, et les Italiens réussissent, eux, leurs 5 tentatives. Tout à fait. Et au moment des pénaltys, il y a aussi un moment très important. Zidane, quelques minutes, 2 ou 3 minutes avant d'asséner le coup de tête à Materazzi, a une tête sur un centre extraordinaire, et Gianluigi Buffon fait un arrêt incroyable. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Donc les pénaltys, côté français, David Trezeguet manque son pénalty, il trouve la barre transversale. L'Italie va mettre ses 5 tirs au but, et elle décroche sa 4e Coupe du Monde. Moi, je mettrais un petit clin d'œil quand même sur David Trezeguet. Il faut rappeler qu'on le fait rentrer sur le match. Il n'a pas touché un ballon, il n'est pas du tout dans le truc, il est sous pression, et on lui demande de tirer un pénalty comme ça spontanément. C'est pas évident pour un jeune joueur quand même. C'était voilà. Donc à sa décharge, je crois que il a pris ça sur les épaules, mais il y a eu au niveau du management peut-être qu'on l'a fait rentrer un peu plus tôt, ça aurait pu changer la chose aussi. On en parlera plus tard. 20 ans plus tard, donc ou presque, quel héritage laisse cette Coupe du Monde 2006 selon toi, Pierre? C'est un héritage immense. D'abord parce qu'elle marque la dernière grande aventure de Zizou. Elle offre à l'Italie son 4e titre mondial. Elle rappelle que le foot, c'est très beau, mais il y a aussi cette terrible cruauté de comment ça se termine. Et la finale, elle est entrée dans l'histoire pour ses buts, marquée par Zizou sur penalty, Materazzi de la tête, et puis pour le geste qui continue encore aujourd'hui de faire débat.
Ainsi s'achève cette Coupe du Monde 2006, l'une des plus grandes marquantes de l'histoire du football moderne, une édition riche en émotions qui a vu le retour inattendu de l'équipe de France au plus haut niveau, le parcours exceptionnel de Zinedine Zidane pour sa dernière compétition internationale et le sacre de l'Italie au terme d'une finale devenue légendaire. Une finale conclue sur le score de 1 but partout après prolongation avec un pénalty de Zinedine Zidane pour la France et une égalisation de Marco Materazzi pour l'Italie avant une victoire italienne au tir au but. Au-delà du résultat, cette Coupe du Monde restera à jamais associée à l'image de Zidane, quittant la scène mondiale après une carrière exceptionnelle, laissant derrière lui un héritage immense dans l'histoire du football français et international. Voilà, 2006 marque véritablement la fin de la génération extraordinaire, celle des champions du monde 98, champions d'Europe 2000, une génération qui nous a fait rêver, qui nous a fait croire au football et qui a profondément marqué l'histoire des Bleus. Et je veux rajouter juste cette question, doit-on pardonner à Zizou ? C'est fascinant, c'est un personnage fascinant parce que c'est un héros qui n'est pas parfait, qui a donné énormément de bonheur. C'est un champion avec des émotions, qui nous a transmis des émotions, mais qui a aussi ses faiblesses, ses limites. Donc moi, à mon avis, parce que c'était Jacques Chirac, dès les premiers jours, qui avait dit on pardonne à Zidane. Et alors, lever des boucliers dans son opposition, non, on ne pardonne pas. Bon, moi, je pense qu'on peut pardonner à une légende, parce que les légendes, elles ne sont pas parfaites, et Zidane, c'est surtout une légende humaine. Merci Pierre Michaud, donc président du district de football de l'Aude, de nous avoir partagé ses souvenirs, ta passion et ton analyse de cette Coupe du Monde 2006. C'est un plaisir de te recevoir. Et dans notre prochaine chronique, nous prendrons la direction de l'Afrique du Sud pour une Coupe du Monde historique à plus d'un titre. Pour la première fois, le plus grand événement mondial s'installe sur le continent africain. Mais cette édition 2010 sera également marquée par l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'Espagne, le bruit incessant des Vuvuzela et malheureusement, côté français, par l'un des épisodes les plus douloureux et controversés de l'histoire des Bleus, avec la fameuse affaire Nixna. Alors rendez-vous très bientôt pour revivre ensemble cette Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. D'ici là, prenez soin de vous et comme toujours, et si on parlait de sport ?